conseiller acéricole au club acéricole du Granit. M. Vincent Poisson est diplômé de l'Université Laval en génie forestier depuis 2001. Il a œuvré à titre d'enseignant en formation professionnelle au département de foresterie et d'acériculture du CFP Le Granit jusqu'en 2007, avant de fonder son propre bureau de consultant forestier. Son entreprise, ProForêt Consultant, emploie actuellement une dizaine de personnes. Depuis 2008, Vincent et son équipe se voient confier le mandat de conseiller en acériculture pour le club acéricole du Granit. Celui-ci regroupe 125 acériculteurs d'Estrie, de la Beauce et du centre du Québec. Vincent, cet après-midi, nous entretiendra sur l'évaporateur au bois et ses particularités. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui? Parfait. Bon, j'ai enlevé mon chapeau de tireur officiel de prix là, pour maintenant vous parler d'évaporateur au bois. J'aime bien commencer cette conférence-là en faisant un petit sondage à main levée. Qui d'entre vous ont un évaporateur au bois conventionnel dans la salle? Conventionnel, on ne parle pas d'autres performances. Là. On parle du bon vieil évaporateur au bois. OK? C'est environ peut-être 40%. Mais regardez votre main levée. Qui dans ceux-là ont une soufflerie sous l'évaporateur, un écono-bois, comme on appelle? OK. Vous êtes peut-être le tiers de ceux qui ont levé la main tout à l'heure. Parfait. On va continuer dans ce sens-là. Qui a un évaporateur à l'huile? OK. Vous êtes un bon, moi je fais encore un bon 50%. Est-ce qu'il y en a qui sont au granule? Pas beaucoup, hein? OK. Peut-être bien éloigné un peu. Non, ça va. C'est bon? OK, bon, excusez-moi, là. Les granules, si vous voulez relever la main, je vous vois. Il y en a-tu? Oui, quelques-uns. Pas beaucoup, peut-être 2-3. Est-ce qu'il y en a qui sont électriques? Évaporateurs électriques, est-ce qu'il y en a? Pas vraiment. J'en vois pas, en tout cas. Bon, ben, c'est intéressant de voir ça. Donc, ceux qui sont pas au bois conventionnel, là, vous pouvez fermer les yeux, là, mais on ne fait pas trop fort. C'est pas vrai. Vous allez quand même peut-être en apprendre des choses à travers ce que je vais vous montrer juste après. Donc, on y va sans plus tarder. Le temps de la présentation va aller comme suit. Je vais vous faire une petite mise en contexte sur l'historique de l'évaporateur au bois conventionnel, aussi ses règles d'installation pour qu'on ait un bon fonctionnement de cet appareil-là. Puis aussi, justement, comment l'opérer, comment on fonctionne avec, comment on travaille avec, et finalement, son entretien général. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer ces deux photos-là que j'ai tirées du catalogue de Grimm Company de 1908. Ça fait plus de 100 ans là, maintenant. C'est assez semblable encore aujourd'hui, hein, comme évaporateur, ça n'a pas beaucoup changé. En passant, cet évaporateur-là a gagné le prix de l'innovation technologique de l'Exposition universelle de Chicago en 1893. Pour vous dire, ça fait longtemps que ça existe des évaporateurs au bois sous ce modèle-là. Si vous regardez l'image de gauche, qu'est-ce qui vous frappe? Les petites pannes, hein? Les pannes plates sont en arrière. Hein? Donc, à ce moment-là, c'était complètement inversé. On avait, bon, j'ai fouillé un petit peu pour avoir un peu l'explication pourquoi on était comme ça. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la panne à plis, ben, il n'y avait pas de plis, justement, dans la panne arrière. Il y avait seulement une espèce d'accordéon, pas d'accordéon, mais de vague dans la tôle profonde de la casserole à plis, qu'on appelle. Puis, donc ça, on diminuait beaucoup le rendement à ce moment-là. Puis, aussi, ben, en mettant les pannes plates en arrière, vu qu'on avait un modèle assez simple en mètre d'évaporateur, on avait une meilleure régularité là, dans la production de sirop. C'est là qu'il y avait le plus de chaleur, donc le sirop sortait plus égal. De ce que j'ai pu voir, c'est à peu près dans les années 50 que ça s'est inversé.
Aussi, ça ne doit pas être évident de travailler avec ça, hein, parce qu'on mettait le bois à un bout, on coulait le sirop à l'autre bout. Fait qu'on a tout le temps prendre une marche d'un bord à l'autre, l'évaporateur. Puis c'est ça, c'était plus difficile à surveiller à ce moment-là. Donc, c'est peut-être le côté pratique qui a fait que ça s'est inversé. Mais puis aussi, l'amélioration, j'imagine, des performances quand même de cette machine-là. Donc, tantôt, avec mon petit sondage à main levée, là, vous étiez quand même pas mal dans les chiffres que j'ai ici. Ça, c'est les résultats du sondage que vous remplissez à l'automne. Vous recevez un formulaire de la Fédération où on vous demande de cocher vous à l'huile, au bois, quel type d'évaporateur vous avez. Bien, c'est les résultats de 2014. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les évaporateurs au bois, en nombre d'entreprises, je vais avoir mon pointage. Vous voyez que les évaporateurs au bois, c'est presque 60% des entreprises en province qui sont encore au bois. Tandis que l'huile, qui est la catégorie la plus nombreuse qui suit, c'est 32,3% des agriculteurs qui sont à l'huile. Ça, c'est par entreprise. Mais si on regarde la dernière colonne, en fonction du nombre d'hectares qui sont exploités par ces producteurs-là, donc, au bois, là, vous voyez qu'il y a une baisse drastique, c'est seulement 34% des entailles, tandis qu'à l'huile, on est à 55,7%. Ce que ça veut dire, finalement, c'est que les grosses érablières de plus de 10 000 entailles, souvent, sont à l'huile, et c'est les plus petites entreprises qui sont au bois traditionnel. Donc, c'est ce que ça vient nous montrer. Les règles d'installation comme telles. Bon, l'orientation de l'évaporateur, ça peut paraître un peu simple comme donnée, mais si vous installez un évaporateur au bois conventionnel dans une cabane, une nouvelle cabane, normalement, il faut la positionner dans le sens des vents dominants. C'est-à-dire qu'on doit avoir une orientation est-ouest en ayant des portes vers l'ouest pour avoir finalement le sens des vents dominants, pour avoir une meilleure tir. Parce qu'il faut savoir les deux règles principales pour qu'un évaporateur au bois fonctionne bien. Il y a deux choses qu'il faut qui marchent fondamentalement, c'est-à-dire c'est le profilage du foyer, puis aussi la tire qui est bien importante. Donc, en positionnant comme ça, ben, on a une meilleure chance d'avoir une bonne tire dans notre évaporateur. Ensuite, ici j'ai mis quelques images de gens débrouillards là, qui ont fait des chariots pour transporter le bois sur rail. Parce qu'idéalement, c'est d'avoir la chaîne à bois le plus près, finalement, des portes d'évaporateur pour qu'on ait moins de manipulation de bois possible. Mais si ce n'est pas possible, il y a toujours des techniques de ce genre-là qui nous permettent d'avoir le bois à une bonne hauteur pour chauffer, puis l'avoir près de nous là, pour l'évaporateur. Bon, le bricolage et le profilage du foyer. Premièrement, c'est d'utiliser toujours de la brique réfractaire et de la laine de céramique qui résiste à la chaleur pour faire une bonne isolation de notre foyer. L'idée, c'est de garder le maximum de chaleur à l'intérieur pour qu'il serve à faire évaporer de l'eau et non à la disperser par le métal qui est chaud tout le tour. Donc, un maximum d'isolation qui est possible. Idéalement, ce n'est pas possible pour tous les foyers parce qu'on sait que depuis 100 ans qu'il s'en fait, il y en a à peu près, je ne sais pas combien de modèles qui s'est fait depuis toutes ces années-là. Mais il faudrait idéalement avoir un 4 pouces de laine de céramique entre le mur et les briques, finalement. Donc ça serait l'idéal, mais je sais que ce n'est pas possible dans tous les cas. Puis tout ce qui est autour du foyer de combustion où on met les bûches, c'est d'avoir de la brique réfractaire aussi pour résister à la chaleur. Pour ce qui est de la photo de droite, le profilage sous la panoplie, donc ça, il y a différentes manières. L'idéal, encore là, c'est d'utiliser de la brique et de la laine de céramique, donc de mettre entre le fond, la laine de céramique et ensuite la brique par-dessus. Mais on voit plusieurs, comme ici, l'installation qu'on a là, c'est fait avec du sable. Donc ça aussi, ça fonctionne bien, puis c'est peu coûteux, puis on peut aussi l'ajuster facilement, le profilage à ce moment-là. Vous allez voir tout à l'heure, je vais beaucoup vous parler de l'angle de la montée, la butte, là, finalement, qui est après le bois, finalement. Donc, cette montée-là, on doit beaucoup l'ajuster en fonction du brix de la sève à l'entrée de votre évaporateur.
pour finalement déplacer l'endroit où ça chauffe le plus, où il y a le plus d'évaporation dans votre évaporateur en fonction de ça. J'ai deux images ici de profil d'évaporateur. La différence entre les deux, c'est que du côté gauche, on a les plis qui sont dans le foyer, c'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur de la panne. Puis l'image de droite, c'est les plis dans l'eau, comme on dit, les plis sont à l'intérieur de la casserole. Mais c'est sensiblement le même pattern. Ce que vous voyez, c'est qu'on va faire finalement une bosse qui force les gaz de combustion à passer à travers les rayons. Puis ensuite, il y a un creux pour créer une turbulence, pour récupérer finalement la chaleur avant qu'elle soit évacuée par la cheminée. Après ce creux-là, un autre bosse pour encore là forcer les gaz à passer à l'intérieur des rayons. Et finalement, un dernier creux avant d'être évacué par la cheminée. Si vous voyez bien, tout juste avant la cheminée, il y a une espèce de petite... j'ai fait une petite ligne qui descend finalement là, vers le bas. C'est un petit muret, ça, qu'on peut se mettre en métal, qui permet de faire un ajustement de la tire à cet endroit-là pour diminuer la tire si jamais on s'aperçoit qu'il y en a trop. Donc, comment on fait pour s'apercevoir si un évaporateur tire trop? Ben, le moyen de vérifier ça, c'est en prenant la température dans la cheminée à la sortie de l'évaporateur. Donc ça, c'est assez simple à installer. Il y en existe de tous les modèles. J'en ai vu des modèles à 25 $. C'est tout simplement un thermomètre à ressort avec une sonde. Vous percez un trou dans votre cheminée, vous installez ça là. Il y a des modèles aussi numériques, un peu comme les évaporateurs haute performance qu'on voit maintenant. Vous installez finalement cette sonde-là, puis vous avez une lecture à l'avant de l'évaporateur à côté de vous où vous chauffez avec un cadran numérique. Ça vaut quelques centaines de dollars. Mais je vous conseille fortement de commencer à travailler avec ça pour connaître vos températures de gaz dans la cheminée. Cette température-là, le chiffre à retenir, c'est que ça devrait être autour de 650 Fahrenheit. Si vous êtes à plus que ça, vous êtes en train de gaspiller finalement de l'énergie, gaspiller de la chaleur, jeter de la chaleur dehors finalement, qui pourrait servir à l'émission de la fièvre. Puis, jamais dépasser 800, parce qu'à 800, c'est là qu'on commence à avoir des belles couleurs de stainless, le jaune, le bleu. Il y en a qui vont peut-être se reconnaître dans la salle, qui ont déjà vu ça. Donc, c'est la température extrême, le maximum, il ne faut pas dépasser, mais viser 650. Puis, ça va vous permettre aussi, ce thermomètre-là, de savoir quand chauffer, quand mettre du bois, quand vous voyez votre température qui descend. Donc, ça va pour ça. Bon, ma fameuse montée que je vous parlais tout à l'heure. Là, ici, je vous ai mis un schéma. Dans le fond, ça marche en fonction du pourcentage de la longueur de la panoplie qui est située au-dessus de cette montée-là. Comme ici, là, entre le début de la panoplie et le dessus de la première bosse du profil, j'ai 32 de ma panoplie qui est située dans cette zone-là, au-dessus de la montée. Cet évaporateur-là, ajusté comme ça, c'est pour fonctionner à du 14-16 brix minimum. Parce que ce qu'on veut, c'est que notre chaleur, ça chauffe plus en avant, parce qu'on a une sève qui est très concentrée. Donc, on veut moins d'ébullition en arrière, mais plus en avant pour développer de la saveur, développer le goût. Si vous avez des sèves qui sont moins concentrées, à ce moment-là, il faut adoucir la montée. C'est pas toujours facile à faire, comme mon modèle d'évaporateur, je vous ai montré tout à l'heure, il y avait une pente déjà très accentuée de base. C'est un modèle qui a une bonne pente. Donc, à ce moment-là, le seul ajustement possible, c'est de reculer le sommet de ma première bosse qui est à gauche. Donc, de tricher un petit peu la montée. Si vous êtes capable de l'adoucir, puis votre évaporateur vous le permet par sa forme, tant mieux. Sinon, il faut reculer la bosse. Si vous travaillez avec des sèves qui ne soient pas concentrées du tout, vous travaillez avec la sève brute, aller jusqu'à un 8 brix, 8-10 brix, vous devriez avoir presque 50 de votre panoplie qui est située avant la première bosse. Donc, la bosse devrait être à peu près dans le milieu de la panoplie. Puis, si vous avez des sèves de 10 à 14 brix, là, vous devriez être à 40 à peu près de la panoplie située au-dessus de la montée. Ensuite, j'ai ici fait un petit tableau sur les diamètres de cheminée en fonction de la largeur de votre évaporateur.
Souvent, ce qu'on voit dans les cabanes en se promenant sur le terrain, c'est que les cheminées sont surdimensionnées, sont trop grosses pour l'évaporateur avec lequel les gens travaillent. Donc, ici, vous avez toutes les largeurs possibles d'évaporateur avec les diamètres de cheminée appropriés. Donc, un petit évaporateur de 2 pieds devrait avoir une cheminée d'environ 10 pouces, tandis qu'un gros évaporateur de 6 pieds devrait avoir une cheminée de 24 pouces. Puis la longueur de la cheminée est très, très importante aussi. Un évaporateur au bois conventionnel qui n'a pas de soufflerie, pour bien fonctionner, il faut qu'il y ait au moins un tuyau qui est 2 fois la longueur de l'évaporateur. Donc, un évaporateur de 12 pieds de long devrait avoir une cheminée de 24 pieds. C'est un principe de base pour avoir une bonne tire. Les évaporateurs de nouvelle génération, les équipementiers, ce qu'ils vont vendre souvent, c'est une cheminée d'une fois et demie la longueur de l'évaporateur. Les clés maintenant. Un outil très important à avoir sur un évaporateur conventionnel. Ici, j'ai des modèles de clés tout simplement avec une pesée qui sont ajustables. La pesée est ajustable. Il faut qu'elle rouvre finalement cette pesée-là si la tire est trop importante. Donc, s'il y a une bonne tire dans le cheminée, la trappe rouvre, fait rentrer de l'air, ce qui diminue finalement l'évacuation des gaz de l'évaporateur. Donc ça, c'est intéressant de l'installer si vous ne l'avez pas là, sur un évaporateur conventionnel. Il y a des modèles aussi qui ont une clé là, dans la base, dans la souche. Là. Donc ça aussi, ça sert à la même chose. Mais souvent, ce que je vois, c'est que les gens ne s'en servent pas assez de cette clé-là. Ils l'ajustent d'une position, puis ils la laissent tout le temps comme ça, puis ils ne touchent plus du printemps. Alors qu'on devrait l'ajuster, la clé, en fonction des conditions extérieures, des conditions climatiques. Bon, le fameux, ceux qui ont levé la main tout à l'heure, qui ont une soufflerie, un éconobois, il y avait eu une étude faite par le Centre Acer dans les années 80 sur ces équipements-là. Et si vous avez acheté cet équipement-là en pensant augmenter votre production finalement de sirop avec votre évaporateur, c'est une mauvaise nouvelle parce que les conclusions à ce moment-là n'avaient pas été nécessairement très favorables en termes de gain de production. Ce qui était ressorti de l'étude, c'est surtout que ça pouvait venir corriger les problèmes de tir. Donc, si vous aviez des mauvaises tirs là, pour différentes raisons à votre évaporateur, bien, oui, vous aviez un gain de production, mais c'est parce que ça venait corriger finalement votre problème de tirage. Puis aussi, bien, ça permettait aux gens de travailler avec du bois qui était à moins de qualité, plus humide. Donc, ça venait pallier en suralimentant l'oxygène comme ça, ben, on venait à bout de travailler avec du bois qui n'était pas nécessairement bien sec. Les types de grilles, si vous avez un éconobois ou une soufflerie comme on a vu avant, normalement votre évaporateur doit être équipé de la grille du haut, la première en haut avec les petits trous. Parce que si vous avez la grille du bas, là, il y a trop d'air finalement qui est admise dans le foyer de combustion. Ça doit être assez dangereux à chauffer. Il doit y avoir tout un retour de flamme quand vous ouvrez les portes. Donc ça, c'est à faire attention. Il faut que vous ayez ces types de grilles-là normalement avec votre éconobois. Puis les deux autres types de grilles, celle du milieu, c'est la grille standard pour des plus petits évaporateurs qu'on voit dans des modèles de 2 ou 3 pieds de largeur. Puis le modèle du bas, c'est le modèle standard pour des plus gros évaporateurs. Bon, ici on a l'amorce. Dans le fond, la séquence de l'amorce du patron d'ébullition. Ça, c'est une séquence où l'eau se met à bouillir dans votre évaporateur qui vous indique si vous êtes bien ajusté ou non. Et ça, c'est bon pour n'importe quel type d'évaporateur. C'est ce qu'on devrait observer. Cette séquence-là, il faut la regarder idéalement lorsque l'évaporateur est chaud, qui est réchauffé. Donc, les briques ont réchauffé, tout le frame finalement aussi. Fait que sur un évaporateur à l'huile, c'est facile. On arrête les brûleurs, on attend que ça arrête de bouillir, puis on le repart. Puis là, on est capable de voir où sont les premiers endroits où ça se met à bouillir. Dans un évaporateur au bois conventionnel, c'est pas mal plus difficile. On n'a pas un piton qu'on peut arrêter comme ça. Hein. Ce qui est possible de faire, c'est quand on fait le changement de panne, de combiner ça au changement des casseroles, quand vous voulez faire le nettoyage, de regarder ce qui se passe quand vous remettez du bois et vous redémarrez. Ça va vous donner un indice peut-être justement de où, qu'est-ce que c'est votre séquence là, de patron d'ébullition.
Donc, normalement, la première place, ça devrait se mettre à bouillir, c'est dans la casserole à fond plat, mais celle qui est collée sur celle à pli. Donc, la première section qui est collée sur la casserole à pli. Ensuite, la suivante en allant vers en avant. Troisième position dans la casserole à pli en arrière. Et finalement, dans la casserole à l'avant qui est proche des portes. Ça devrait être ça que vous devriez observer si tout va bien. Les avantages et les inconvénients d'une casserole à pli intérieure versus une extérieure, c'est-à-dire pli dans l'eau ou pli dans le feu. Bon. J'ai questionné beaucoup les équipementiers là-dessus. Pourquoi le pli dans l'eau, pourquoi le pli dans le feu? La réponse que j'ai eue le plus souvent, c'est au goût du producteur. Donc, il n'y a pas vraiment d'explication scientifique à un pour l'autre. J'ai tenté de vous en sortir quelques-unes. Quand on a les plis à l'extérieur, c'est-à-dire dans le feu, c'est sûr qu'il y a un risque important qu'il y ait un bris des plis, justement qu'on les frappe avec les bûches quand on fait un chargement du bois. Puis aussi, c'est sûr que la circulation de la sève est plus difficile parce que la sève doit remonter pour faire son transfert vers les plats. Donc, c'est sûr qu'il y a une accumulation là, plus grande de dépôt à ces endroits-là au transfert, puis l'eau a plus de difficulté à circuler. Par contre, quand vous avez un évaporateur avec les plis dans l'eau, ça vous prend une boîte de transfert, une culotte de transfert entre les deux sections de casserole, du plat au pli. Donc ça, c'est une perte de chaleur, cette fameuse culotte-là, parce qu'elle est située à l'extérieur du foyer. L'eau arrête, la sève arrête de bouillir finalement quand elle fait son transfert à cet endroit-là. Donc il y a une perte de chaleur à ce moment-là. Ensuite, le ratio qu'on devrait avoir de casserole à pli versus fond plat. Ça, c'est un débat qui existe depuis toujours parce que dans le fond, si on rajoute du plat sur un évaporateur, on vient hypothéquer notre rendement. Parce que finalement, c'est la surface de contact entre l'eau et le feu qui vient créer notre ébullition. Donc, si on diminue cette surface-là, on va avoir un moins bon rendement. Donc là, il y a un compromis à faire entre développement de la saveur, parce que la saveur se développe dans la casserole à fond plat, et finalement la performance de la machine. Pour avoir cet équilibre-là, c'est un peu à vous de le déterminer en fonction de ce que vous voulez faire comme sirop. Si vous avez une clientèle importante de gens qui vous achètent du sirop au détail, vous faites quand même une bonne proportion de votre production en détail, c'est sûr que c'est important pour vous d'assurer une bonne saveur à votre sirop parce que c'est ça qui vous amène la clientèle et qui vous démarque des autres. À ce moment-là, vous devriez avoir une plus grande proportion de plats par rapport au pli. La manière simple de calculer ça, c'est sûr que la méthode complexe, c'est de mesurer tout ce qui est surface de contact entre le feu et l'eau en prenant les mesures de toute la hauteur, la largeur des plis. Une méthode simple qu'on peut appliquer, c'est tout simplement de se servir de la longueur d'évaporateur pour établir un ratio entre la longueur occupée par les pannes à fond plat versus celle à pli. Sur l'exemple ici, j'ai un évaporateur de 16 pieds de long, puis j'ai 4 pieds, dans le fond 2 casseroles de 2 pieds chacun qui font 4 pieds. Ça veut donc dire que j'ai 4 pieds de panne à fond plat sur un évaporateur de 16 pieds de long. Ça veut dire 4 sur 16, j'ai 25% de la longueur de mon évaporateur qui est en plat. Donc cet évaporateur-là, il est en mode performance. Ce n'est pas un évaporateur qui est en mode développement des saveurs, finalement. Parce que pour vraiment développer la saveur de notre sirop, il faudrait plus être autour d'un 30-35%. Ça voudrait dire que sur cet évaporateur-là, il faudrait que je rajoute une casserole à fond plat, j'en ai 3, pour avoir 6 pieds de longueur sur 16 pieds total. Puis plus vous concentrez haut en briques, surtout ceux qui sont rendus à 18-20, il faut vraiment faire un ajustement à ce niveau-là. La plupart des fabricants maintenant recommandent, si vous concentrez à des briques au-dessus de 20, de même aller à 50-50. C'est-à-dire, sur un évaporateur de 16 pieds, comme ça, on aurait 8 pieds, on aurait 4 pannes de 2 pieds à fond plat. Donc, c'est à ajuster en fonction aussi de la concentration de votre brique. La petite ligne en bas est bien importante. Il ne faut jamais, idéalement, dépasser 40 briques au transfert entre le pli et le plat.
si vous voulez avoir un bon développement des saveurs, et aussi pas avoir de problème d'entartrage dans la panoplie arrière. Donc ça se mesure bien avec un réfractomètre, donc vérifiez que votre Brix de transfert ne dépasse pas 40. Bon, opération et fonctionnement. On est rendu à chauffer, là, à faire du stéro. Les bûches que vous utilisez, c'est votre combustible, c'est important. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens ont souvent tendance à faire du bois qui est beaucoup trop long pour les évaporateurs qu'ils ont. C'est sûr qu'une cordée de bois dans le shell, ça monte pas mal plus vite quand on fait du bois de 4 pieds. Ça va bien, ça s'emplit vite. Sauf que c'est trop long pour pouvoir chauffer efficacement votre évaporateur. Il faut ratisser la longueur pour être capable de croiser vos bûches dans le foyer. Si vous avez du bois de 4 pieds, là, vous n'arriverez jamais à croiser bien, ça va être cordé un peu à la manière d'une cordée de bois à l'extérieur dans l'hangar à côté. Ensuite aussi, faites pas des bûches plus grosses que 8 pouces de diamètre. Essayez de rester à des diamètres plus petits, justement, pour qu'il y ait une meilleure combustion. Puis aussi qu'il n'y ait pas de grosses bûches qui fassent comme un écran à la radiation du feu, qui va couper finalement la chaleur de la radiation là, vers les pannes à fond plat. Le taux d'humidité devrait être en dessous 20 %. Pour atteindre ça, pour réussir à avoir du bois de moins de 20 % d'humidité, vous n'aurez pas le choix pour faire du bois 2 ans d'avance. Malheureusement, ça c'est pas. Je sais que c'est pas le fun, là, mais normalement, il faut avoir au moins 2 saisons en avant nous autres de bois. Si vous pensez que vous êtes correct avec une saison, vous avez une place qui vente, c'est bien abrié, ça sèche bien, je vous inviterai peut-être à vous procurer le petit appareil qui est en bas. C'est un humidimètre, pas très dispendieux, il y a des modèles en bas de 100 $. C'est assez simple d'utilisation. Vous avez 2 petits pics qu'on voit bien sur la photo de gauche. Vous plantez ces 2 petits pics-là dans la bûche, vous allumez l'appareil, puis ça vous donne automatiquement votre pourcentage d'humidité du bois. Ceux qui sont habitués de travailler en ébénisterie, travaillent beaucoup avec ça pour les planches. Là. Donc, ça vous donne le taux d'humidité de votre bois. Des fois, on a des belles surprises. Les gens pensent leur bois bien sec, mais finalement, il est encore passablement humide. Le bois de chauffage comme tel, ça varie beaucoup le pouvoir calorifique du bois en fonction des essences. Bon, sans surprise, je vous aurais demandé comme ça ici, nommez-moi des essences de bois qui ont un bon pouvoir calorifique. Vous auriez été capable de me nommer ça assez facilement. Là. Comme de raison, l'érable à sucre se retrouve dans les premières places, le hêtre aussi. Il y a un producteur cette semaine qui a permis, il dit ouais, mais c'est l'ostrier qui est le meilleur. C'est sûr que l'ostrier, c'est un excellent bois, c'est un bois très dur. Là, on l'appelle d'ailleurs le bois de fer, là, pour ceux qui se demandent ce que c'est que l'ostrier. Oui, ça a un très bon pouvoir calorifique, mais j'ai rarement vu ça. J'ai jamais vu ça, une chaîne à bois remplie d'ostrier. C'est assez rare. Fait que, donc, souvent, c'est plutôt avec l'érable qu'on va travailler. Mais j'attire votre attention sur la portion droite du tableau, l'avant-dernière essence qui est là, le mélèze. Alors, regardez le mélèze par rapport à l'érable rouge qui est 3e dans mon tableau. À la grande surprise de plusieurs, le mélèze a un meilleur pouvoir calorifique que la plaine, que l'érable rouge. L'érable rouge n'a vraiment pas un bon pouvoir calorifique. Donc ça, c'est intéressant, ça peut être un débouché au mélèze qui est en essence que généralement, pour laquelle on n'a pas beaucoup de débouchés, là, malheureusement. Peut-être qu'un des débouchés, c'est justement de l'envoyer dans le foyer de l'évaporateur. Bon, ensuite, la préparation à l'allumage. C'est assez simple ce que j'ai mis là, comme ligne là. Vous allez tous vous reconnaître, je suis certain. Il y a un de ces points-là qui est arrivé à peu près à tout le monde ici dans la salle. Avant de partir de l'évaporateur, d'allumer le bois. Là, parce qu'une fois que c'est allumé, c'est pris. On est un petit peu mal pris s'il faut l'arrêter d'urgence. Donc, vérifiez toujours si vos valves d'alimentation sont ouvertes pour ne pas brûler les casseroles. Aussi qu'aucun bouchon a été oublié dans vos casseroles quand vous les avez changés. Souvent le matin, avant d'allumer, on va faire le switch. On va changer les casseroles qui sont salies la veille, qui sont entartrées. On en met des nouvelles, on met les bouchons, on en déconduit, on oublie ça là. Là, on se demande comment ça se fait que notre sirop ne transfère pas. Ça peut faire des beaux problèmes qui coûtent cher. Aussi, toujours nettoyer vos grilles.
Ça, c'est bon pour les hautes performances aussi. Là. Faites un bon nettoyage de vos grilles avant d'allumer pour que l'air passe facilement finalement à travers les grilles pour aller alimenter le feu. Puis aussi, videz votre cendrier sous la trappe à l'avant pour avoir une bonne alimentation pour le feu. Puis finalement, ça c'est sûrement arrivé à des gens ici, d'oublier le capuchon au bout de la cheminée. On allume des colines aujourd'hui, ça ne tire pas. La boucane sort de partout. On ne veut pas prendre la cheminée, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on sort dehors, puis le capuchon, c'est la cheminée. Moi-même, je me confesse, ça m'a déjà arrivé. Bon, ensuite, ici, je vous ai mis un petit schéma de comment placer le bois là, à l'allumage au départ pour avoir du bois finalement qui va prendre du premier coup. Idéalement, essayez de ne pas utiliser d'accélérant comme de l'essence, du fioul, du gaz, n'importe quoi de la vieille ville. C'est très dangereux. J'ai des producteurs, et pas très loin d'ici, qui sont brûlés très sévèrement en ayant utilisé des accélérants pour allumer le feu. C'est très dangereux. Donc, normalement, là, avec du bon vieux papier journal et du bois d'allumage, vous allez en venir à bout. Puis aussi, ce qui est important de remarquer, vous voyez, j'ai mis des X rouges sur des bûches en haut. Là. Ben, normalement, là, idéalement, vous devriez garder un dégagement d'au moins 8 pouces ou 20 cm entre le fond de vos casseroles à fond plat et les dernières bûches. Pourquoi cet espace-là? C'est pour finalement qu'il y ait de la flamme, qu'il y ait de la radiation qui permette à votre sève finalement de bouillir. Souvent, on a tendance à trop bourrer finalement le foyer. Là, il y en a peut-être qui m'ont dit « Ouais, mais là, je me suis quasiment du bois dans mon évaporateur, j'ai quasiment pas d'espace. » C'est le défaut, malheureusement, de certains des modèles que je vois. Idéalement, il faudrait avoir des modèles qui ont 30 pouces entre les grilles et le fond des pannes plates. 30 pouces, là, il y en a plusieurs qui n'ont pas ça chez eux là, actuellement. On voit souvent du 24 pouces, donc c'est malheureusement, là, vous allez être obligé de diminuer votre quantité de bois, mais vous allez voir quand même que l'efficacité de votre évaporateur va être améliorée en laissant un espace comme ça en haut. Vous allez, oui, chauffer plus souvent, mais avoir des meilleures performances. Donc, chauffage pendant l'opération. Donc, la première fois qu'on rechauffe, une fois qu'on a allumé, bien là, à ce moment-là, on peut se permettre d'ouvrir les deux portes. Hein. On n'est pas encore dans la vitesse de croisière avec l'évaporateur. On place finalement le bois, parce que le trou qu'on avait fait au centre pour mettre le papier bois d'allumage, il y a un vide. On repositionne le bois qui est pris finalement partout sur le foyer. Utilisez toujours des gants et un tablier, ça je pense que c'est acquis pour tout le monde. Là. Si vous avez fait l'expérience d'ouvrir une porte d'évaporateur en fonte avec vos mains, vous devez vous en souvenir. Donc, généralement, quand on le fait une fois, on s'en souvient. Filatez idéalement votre bois de manière désordonnée. Comme je disais tantôt, avec le bois trop long, faites vos bûches plus petites et croisez-les. Il faut vraiment qu'il y ait de l'espace pour l'air et la flamme entre vos bûches. C'est souvent le problème, là. On a tendance à trop corder le bois dans l'évaporateur. Puis, donc c'est ça mon fameux espace que je vous parlais tantôt de 15 à 20 cm entre les bûches et le fond des casseroles. Pendant le chauffage de l'évaporateur, une fois que c'est parti, on fait du sirop et on a eu nos premières coulées. Là, à ce moment-là, ce qui est important, c'est de chauffer seulement qu'une porte à la fois. Le secret, là, c'est de le moins possible faire entrer d'air froid dans votre évaporateur pour ne pas faire trop diminuer l'ébullition de la sève. Soit qu'on fait ça rapidement, puis on est mieux de mettre moins de bois, puis d'ouvrir moins longtemps, pour justement pas complètement arrêter l'ébullition. C'est d'être le plus stable possible. Donc, on ouvre une porte à la fois, on croise nos bûches, et aussi du côté de la porte qui est fermée, ce qu'on fait, c'est qu'on va porter deux bûches qu'on va placer de manière transversale. Comme ça, quand ça va être le tour de chauffer de l'autre côté, 5 minutes plus tard, ben, on a fait comme une espèce de plate qui va donner de l'espace finalement à vos bûches pour qu'il y ait de l'air finalement qui puisse circuler entre les braises puis les nouvelles bûches que vous allez placer. Donc c'est ça, donc c'est les étapes finalement là, pour faire un chauffage efficace. Puis comme je vous disais, souvenez-vous, idéalement, c'est d'ouvrir les portes le moins longtemps possible. En fin de production,
Donc là, on n'a plus de sève à bouillir, on est en train d'arrêter l'évaporateur, on laisse brûler les dernières bûches. Ce qu'on peut faire, c'est de rapprocher avec le prisonnier vos braises le plus près des portes. On va gratter de tout ce qu'il y a au fond, on ramène ça à l'avant. Puis là, on essaie de lui donner de l'air au maximum. On ouvre la trappe en avant pour finalement attiser les dernières braises pour que ça arrête de chauffer le plus rapidement possible. Puis aussi en attisant les braises comme ça, en suralimentant en air les braises qui vous restent, vous devriez être bon pour faire une dernière coulée. Vous allez voir, ça va se remettre à bouillir, là, ça bouille presque plus, puis boum, vous allez avoir un petit coup, ça va vous permettre peut-être de faire une dernière coulée. Puis, n'oubliez pas, hein, toujours de conserver suffisamment de sève parce que l'évaporateur, ça prend à peu près 2 heures à refroidir, vraiment, où il n'y a plus de consommation là, de sève, il n'y a plus d'évaporation. Donc, ça, d'habitude, c'est acquis, là, vous connaissez bien vos machines, vous savez quelle quantité d'eau vous pouvez conserver. Bon, on passe à la section entretien des casseroles. L'acier inoxydable, on ne fait pas les casseroles d'évaporateur en acier inoxydable parce que c'est un bon conducteur. C'est pas vrai. L'acier inoxydable est utilisé parce que ça se nettoie bien. C'est accepté dans le milieu alimentaire. C'est pour ça qu'on travaille avec l'acier inoxydable. Parce que si vous regardez mon tableau, ça ici c'est un tableau de conductivité thermique. Donc, le pouvoir de certains métaux à conduire la chaleur. Les échantillons là, sont en haut, l'argent, le cuivre, l'or. Les pannes en argent et en or, je n'ai pas vu ça souvent. Si vous en avez, invitez-moi, je serais curieux de voir ça. Par contre, on va dire les plus expérimentés de la salle se souviennent peut-être qu'il y a déjà eu des pannes en cuivre. Il y en a-t-il qui ont déjà vu ça? Oui, quelques-uns. Donc, les pannes en cuivre, là, c'était très, très bon côté conduction de chaleur. Parce que l'acier inox, là, est à peu près dans le milieu de mon tableau. Vous voyez, on a une valeur de 16 watts par mètre, alors que le cuivre est à 400. Donc, le cuivre était 30 fois plus conducteur de chaleur que l'acier inox. Donc, où je veux vous amener avec ça, ben, c'est qu'il faut faire du ménage. Il faut bien entretenir nos casseroles. Puis ça, c'est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le côté qu'on néglige souvent, ben, c'est l'extérieur. La suie là, qui vient coller en dessous de nos pannes, c'est un isolant. Donc, en plus qu'on a un matériel qui n'est pas un très très bon conducteur, si on a de la suie qui s'est accumulée, où là, vous avez vraiment un problème de transfert d'énergie vers votre sève qu'on veut faire bouillir. Puis, il n'y a pas 56 solutions pour nettoyer ça. Donc, les casseroles, surtout si la plie, il faut l'enlever sur l'évaporateur. On frotte comme il faut les plis. On nettoie ça à l'eau avec une brosse. Normalement, on a des bons résultats tout simplement en frottant. Puis, durant la saison, ben là, il n'y a pas 56 solutions pour la panne à plis. Malheureusement, c'est pas évident d'aller frotter ça, mais il faut le faire. Les deux seules manières, ben, c'est qu'on se couche sur nos grilles et on frotte par en dessous. Okay? Donc, ça arrive qu'on a la face un peu noire quand on sort de là, quand on a fait ça. C'est à peu près la seule manière de le faire. Il y a certains modèles qui ont des trappes sous la cheminée. Vous ouvrez ces trappes-là et vous voyez directement vos rayons qui sont là aussi. Donc là, il y a moyen d'y avoir accès et de brosser par là. Mais il n'y a pas de 56 manières, là, ou bien vous videz votre casserole à plis, vous la tournez puis vous la nettoyez, mais là, c'est pas toujours évident, c'est pesant, surtout sur les gros évaporateurs. Là. Donc, ça, c'est bon pour tout le monde. Hein? L'évaporateur à l'huile aussi, on peut avoir des problèmes de suie. Si c'est votre cas, nettoyez ça parce que là, vous êtes en train de perdre de l'énergie précieuse. L'intérieur, bien ça, on est habitué, hein? On frotte souvent nos casseroles. La casserole à plis, par contre, c'est pas évident de les nettoyer, ça non plus. Idéalement, pendant la saison, évitez d'utiliser des produits nettoyants à base d'acide, comme l'acide phosphorique. Le problème, c'est souvent qu'on a un mauvais rinçage, on a la difficulté à évacuer complètement toute l'eau qui est dans notre casserole à plis si on a utilisé un acide. Puis si on repart l'évaporateur en mettant de l'acide dedans, puis on redémarre, puis vous a resté des résidus de produits de lavage, premièrement, ça peut affecter votre saveur, comme de raison, mais ça vient aussi affecter le pH de votre sirop.
Puis ça, c'est vérifié au classement, là, puis ça peut vous causer des problèmes. Donc, faites bien attention à ça. La meilleure chose qu'on peut faire, c'est sûr que c'est une discipline à prendre, là, mais c'est de faire un trempage quotidien de votre casserole à pli. Quand on est bien équipé, c'est quelque chose qui ne prend pas plus qu'une demi-heure à faire. C'est-à-dire qu'on vide le contenu de la casserole à pli, on l'emplit de filtrat, puis on fait tout simplement circuler ce filtrat-là durant la nuit. Puis vous allez voir, si vous êtes zélé, là, puis vous le faites à tous les jours, vous allez quand même avoir un bon résultat, puis passer à travers votre saison normalement, sans avoir eu utilisé de produits nettoyants. C'est sûr qu'il existe des beaux modèles de lave-panne comme ça, là. Ça, c'est sûr que c'est intéressant parce que là, c'est à peu près comme envoyer notre casserole à pli dans le lave-vaisselle. Ça fait une belle job, mais c'est sûr que c'est coûteux. Hein? C'est des appareils assez dispendieux. Mais comme je vous dis, il y a moyen de se débrouiller tout simplement en inondant votre casserole et en faisant circuler avec une bonne vieille pompe le filtrat. Vous allez voir, vous allez quand même avoir un bon résultat. Puis pour ceux qui n'ont pas de filtrat, qui n'ont pas de concentrateur, même avec l'eau de source, vous allez voir, vous allez en faire partir pas mal. Donc, ça peut être une manière d'éviter même du frottage. Bon, les casseroles à fond plat, ça, c'est pas trop un problème, on est habitué de nettoyer ça. Normalement, le changement se fait, je dirais, en moyenne, là, aux 2 heures. C'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, moi, j'oublie ça 2 heures, je suis en train de brûler si j'attends 2 heures. Ça dépend des érablières, ça dépend de la quantité de minéraux qui est présente dans votre serre. Puis aussi de l'avancement de la saison. Hein. Au début de la saison, on est capable des fois de faire même notre journée complète sans faire de changement de casserole, mais plus la saison avance, bien, plus on risque de se faire prendre si on essaie d'étirer la sauce, comme on peut dire. Donc, il faut faire attention à ça. Puis pour le nettoyage comme tel, je vais vous montrer des images tout à l'heure. Il y a des bons vieux lave-pannes, on va y revenir. Rapidement, ici, le nettoyage, les étapes pour faire un changement de casserole efficace, c'est faites attention pour ne pas vous brûler, hein, poussez les braises le plus loin possible au fond de l'évaporateur, utilisez des gants, puis aussi, il faut faire attention à la manipulation. Ici, j'ai 2 modèles de chariots qui ont été conçus là, artisanalement par des producteurs pour faire le changement de casserole. Ça peut donner des idées à certains là, qui sont bricoleurs un peu. J'ai le modèle à gauche là, qui est sur roulette, qui est bien intéressant. Le producteur prend des commandes si vous voulez. Non, c'est pas. Mais non, c'est ça, je trouvais que c'était bien conçu. Puis le modèle de droite aussi très bien conçu, mais un autre principe complètement. Donc c'est un modèle avec un treuil qu'on craint tout simplement pour lever la casserole puis se déplacer avec. Donc c'est 2 modèles différents là, que j'ai croisés sur mon chemin. Donc c'est ça, après ça, on remplace la casserole, on a transféré la sève. On rapproche nos braises, puis on démarre à ce moment-là en mettant des bûches des 2 côtés pour réactiver au plus rapidement possible là, notre feu qui va démarrer. Des lave-pannes, il y en existe toutes sortes de modèles. Encore là, il y a bien des modèles artisanaux, mais il y a aussi ceux vendus là, par les équipementiers. Donc, mais encore là, en se débrouillant simplement avec une circulation de filtrat ou d'eau de source, vous allez arriver à des bons résultats. Souvent, j'ai vu les gens se servir du trop-plein du filtrat. On évacue dehors tout simplement quand on jette. Récupérez ce filtrat-là et laissez-le couler dans vos casseroles à fond plat, tout simplement comme ça. Puis vous allez voir, au bout de 3-4 heures, vous allez avoir, généralement, là, si c'est pas trop pierré, là, vous allez avoir des belles casseroles avec le fond bien lisse. C'est aussi simple que ça. Ou avec même de l'eau de source. Si vous avez de l'eau de source en abondance à cabane, laissez couler tout simplement dans la casserole. Vous allez voir, ça va bien décoller. Bon, les flottes, ça va bien dans le temps. C'est bon, parfait. Les flottes comme telles, la flotte de transfert. Bon, c'est important de s'assurer de son bon fonctionnement. Je suis certain encore là que ça arrive à quelques-uns ici d'aller se coucher le soir et de revenir le lendemain pour avoir fermé de valve entre le transfert entre la casserole à pli et la casserole à fond plat. Donc, on vient le lendemain et le niveau est égal là, des 2 côtés. Il y en a qui vont se reconnaître, je suis sûr. Là. On est rendu avec 3 pouces et demi d'eau en avant, puis il y en a pratiquement plus sur les rayons en arrière. Là. Bon. Fait que moi-même, ça m'a déjà arrivé, oui, je me confesse.
Donc, il faut s'assurer du bon fonctionnement de notre flotte. Ça, c'est parce que si ça vous arrive comme ça, c'est qu'il y a un problème d'étanchéité au niveau du mécanisme là, de la trappe finalement qui doit fermer l'accès, l'arrivée d'eau à votre casseur à pompe. Puis la flotte arrière, celle-là, j'attire votre attention parce que sur n'importe quel type d'évaporateur, celle-là, on néglige souvent la nettoyer. Et c'est là que tout commence pour le sirop finant. Okay? Parce que cette flotte-là, généralement, le matériel qui est à l'intérieur ne bouille pas. Il y a certains manufacturiers, j'ai découvert ça récemment, il y a un manufacturier qui fait des flottes arrière qui sont maintenant placées sur l'évaporateur. Donc, il y a le feu fait bouillir finalement le contenu de la flotte. Mais généralement, la flotte est située à l'extérieur, donc ça ne bouille pas. Ça fait juste atteindre une bonne température pour le développement bactérien. Puis on arrive directement dans le bassin concentré ou de sève. Donc, cette flotte-là, c'est quotidiennement, il faut la nettoyer, la frotter pour éviter d'avoir des problèmes de sirop filant. Parce que, comme je vous dis souvent, on va se mettre les doigts en fin de saison dans le contenu qui est resté là toute la nuit. Là. Puis on est rendu avec du filant à l'intérieur. Encore là, faites attention à l'étanchéité aussi des pièces. Le préchauffeur, bon, ça, c'est pas facile à nettoyer. C'est son gros problème. Oui, c'est un gain d'efficacité, c'est une récupération d'énergie, mais vraiment pas évident à nettoyer. Je vous recommanderais de passer à l'intérieur de votre préchauffeur pour être sûr d'avoir éliminé toute bactérie à l'intérieur, de faire passer 15 à 20 minutes d'eau ou du filtrat à l'intérieur pendant 15-20 minutes à 180 degrés Fahrenheit minimum. Pour être sûr d'avoir tué tout ce qui bouge finalement dans votre préchauffeur. C'est pas évident, là, mais c'est nécessaire parce que justement aussi des problèmes de sirop finant. On s'aperçoit que c'est souvent dans le préchauffeur que ça va commencer. Le foyer de combustion comme tel, donc après chaque utilisation, je l'ai dit tout à l'heure, enlever la cendre accumulée sur les grilles, aussi dans le cendrier. Puis environ aux 30 heures d'utilisation, il faut aller revérifier le profilage sous notre panoplie parce qu'il peut y avoir eu des accumulations de cendres qui sont parties avec les gaz de combustion puis qui sont allés modifier votre profil, donc à vérifier pour être sûr que c'est toujours adéquat. Puis aussi vos cordons d'amiante. Vérifier leur état. Normalement, on ne serait pas supposé voir le feu en dessous ou sur les côtés des casseroles. Parfois, on va dans les cabanes, je ne sais pas ce qui s'est passé, les casseroles sont un peu cabossées, je ne sais pas pourquoi. Hein? Je ne sais pas comment c'est que ça arrive, mais on s'en passe. Normalement, il faut essayer d'éviter qu'il y ait ces espaces-là à l'intérieur. Si l'espace vous le permet entre votre casserole à pli et votre épaulement là, à l'avant, essayez d'insérer des cordons d'amiante pour justement boucher ces insertions-là d'air. Parce que finalement, par ces trous-là, ce qui arrive, c'est que c'est de l'air frais qui rentre directement dans le foyer de combustion qui vient tout refroidir l'évaporateur. Donc, c'est des pertes d'efficacité importantes à ce niveau-là. Finalement, donc, l'an prochain, si j'ai été assez bon, puis si les budgets me permettent, on va vous revenir probablement avec la deuxième phase, je dirais, de la présentation sur les évaporateurs au bois. On va vous revenir avec les évaporateurs au bois, haute performance. Donc, ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment pour du conventionnel. Les évaporateurs haute performance, c'est un autre monde complètement. Les manières de chauffer ça, d'opérer ça sont bien différentes. Donc, ce n'est pas nécessairement les règles qui s'appliquent ce que vous avez vu aujourd'hui avec les évaporateurs haute performance. C'est ce qui conclut ma présentation. Merci beaucoup.